Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Trading University Center. Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission. Alors avant de pouvoir démarrer, je vous laisse comme chaque matin prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et on va pouvoir se diriger vers les marchés. Impeccable. Alors, pour démarrer, nous sommes toujours dans une semaine assez calme, même si les indices, bien sûr, continuent d'évoluer sur des niveaux records. Toutefois, encore une fois, eh bien, l'inflation suscite quelques craintes, notamment avec les chiffres qui ont été publiés, notamment hier matin au Royaume-Uni, mais avant ça, Wall Street a été quand même soutenu avant-hier par les ventes au détail. C'était l'un des indicateurs macro à surveiller de la semaine. Donc on a terminé en hausse sur le S&P 500 hier, c'était établissant même sur un record alors que les résultats trimestriels sont solides et la hausse plus forte qu'attendue des ventes au détail aux États-Unis avant-hier, eh bien ça a rassuré un petit peu sur la consommation et sur l'hypothèse que la Réserve fédérale, donc que la Fed, se montre plus agressif face à la hausse de l'inflation. Comme je vous le disais, eh bien, ces données qui ont été publiées dans la journée montrent en réalité que les ventes au détail ont progressé de 1,7% en octobre aux États-Unis, soit quand même la plus forte hausse depuis mars et un rythme bien supérieur au consensus qui ont été donnés par les économistes. Alors les données rassurantes sur les ventes au détail ont contribué, je dirais, à rassurer les investisseurs après que le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, notamment James Bullard, s'est dit quand même favorable à une position plus restrictive de la Fed. Donc en gros, ça veut tout simplement dire un resserrement plus intense de la politique monétaire. Donc soit bien sûr le tapering un peu plus conséquent qu'actuellement à hauteur de 15 milliards par mois, c'est pas grand-chose, soit très clairement à des hausses de taux à venir en 2022. Donc au moins une hausse de taux, mais comme je vous le disais maintenant depuis quelques jours maintenant, on a eu notamment Richard Clarida et hier c'était maintenant James Bullard qui se montre un peu plus optimiste pour le fait de pouvoir pousser un petit peu, si je peux me permettre, qu'il estime très clairement que les conditions soient réunies pour que la Fed mette en place au moins deux hausses de taux en 2022. Même si, comme vous le savez très bien, Jérôme Powell se montre un petit peu plus patient. Hier matin en Europe, on continue de monter dans ce que j'appelle un marché en crabologie, c'est-à-dire on évolue en légère hausse, mais encore une fois dans de très très faibles variations. Il y a peu de volume. Les inquiétudes sur l'inflation, les répercussions en matière de politique monétaire, eh bien, ça pénalise sur le côté un petit peu plus européen le FTSE britannique, l'indice britannique et notamment l'inflation britannique a atteint le mois dernier son plus haut niveau en 10 ans, ce qui renforce, si vous voulez, les spéculations sur une hausse de taux de la Banque d'Angleterre lors de la réunion qui aura lieu très prochainement au mois de décembre. Je crois que c'est le 4 décembre. Là, pareil, même en Europe aussi, les investisseurs s'interrogent à leur tour sur une possible hausse des taux de la part de la BOE, la Banque d'Angleterre. Mais attention, elle, Christine Lagarde, a encore répété, notamment cette semaine, qu'il s'agissait là d'un scénario très peu probable. Donc très clairement, la fin de l'année 2021, début de l'année 2022, le thème de l'inflation va encore une fois, comment dirais-je, animer les marchés, mais c'est surtout les hausses des taux qu'il faudra surveiller et comment les marchés vont encore une fois interpréter et digérer des hausses de taux venant des banquiers centraux. Donc forcément, certains estiment qu'il pourrait avoir, comme je vous le disais très clairement, quelques turbulences sur le marché. Néanmoins, les investisseurs maintenant, j'estime qu'ils semblent vouloir marquer une pause clairement après les records en série sur les marchés actions dernièrement. Je vous le disais, l'indice parisien, le CAC 40, le Stoxx 600, le DAX allemand ont atteint de nouveaux plus hauts avant-hier, après la plus forte hausse qui ont prévu avant-hier et hier notamment.
plus fortes hausses qui ont été prévues notamment aux ventes au détail aux États-Unis en octobre. Et encore une fois, on sait que l'indicateur va renforcer l'optimisme quant à la reprise de la pandémie, suite en tout cas de la première économie suite à la pandémie mondiale, hein, mais on pourrait encore, je dirais, encore une fois encourager encore une fois la Fed à réduire ses mesures de soutien sur fond d'inflation élevée. Donc encore une fois, l'inflation reste le thème prédominant. Je ne m'attends pas à un gros accident de marché d'ici la fin de l'année, mais ça devrait être un petit peu plus complexe à partir de 2022. On verra juste après un graphique qui peut effectivement être intéressant sur l'aspect statistique. On en reparlera juste après. Alors, comme je vous le disais, bien évidemment, les marchés s'attendent à un pic d'inflation une nouvelle fois, qu'on a vu dans la partie macro en zone euro, la fin du 4e trimestre. Donc, les marchés sont dans l'anticipation et estiment que l'inflation devrait refluer à partir du 2e trimestre 2022, auquel cas, eh bien, les banques centrales ne seront pas obligées d'entamer une démarche plus restrictive, plus agressive de leur politique monétaire. Pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. On part du principe que l'inflation est transitoire et qu'elle devrait refluer à partir de 2022. Mais si ce scénario ne correspond pas aux anticipations de marché et que l'inflation continue d'accélérer ou même se stabilise, alors là, on abordera ça en 2022. Mais on risque très clairement d'avoir des dérapages sur le marché. Et comme je vous disais, une inflation trop élevée va derrière forcément pénaliser les rendements du marché action. Côté macro, pas grand-chose à vous présenter dans cette émission. On verra juste après l'aspect de l'analyse, du calendrier économique. On a récemment des marchés assez mous. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? Est-ce que ça restera assez peu volatile sur l'ensemble du marché action? En tout cas, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité sur beaucoup de mouvements. Les flux, le côté macro est assez maigre aussi. On attendait, je dirais, les stades de l'inflation qui sont tombés. On attendait les chiffres des résultats trimestriels, ils sont également tombés. Et la fin de l'année approche, et la fin de l'année est bientôt bouclée. Alors, je considère maintenant qu'il reste encore près d'un mois, un mois et demi de bourse. Alors attention, comme chaque année, il y a toujours cette notion de rallye. On risque effectivement d'assister à des rallyes de fin d'année ou éventuellement une surprise peut-être qui pourrait nous attendre. Je vais vous présenter un graphique qui est assez intéressant que vous pouvez effectivement retrouver sur le site d'isabelnet.com. Alors c'est un graphique du S&P 500 et encore une fois, bien sûr, ce sont des probabilités, ce sont des statistiques. Néanmoins, il est toujours intéressant d'étudier ces données pour pouvoir avoir effectivement une prévision un petit peu de ce qui pourrait se passer. En tout cas, là, vous avez un graphique du S&P 500, ce qui représente la performance de l'indice de référence de la finance mondiale et surtout qu'il a été supérieur à 20%. Si on regarde un peu les stats, généralement, le S&P 500 réalise sur l'année une performance supérieure à 20%. C'est de bon augure pour la suite, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Les années suivantes, on enregistre globalement une bonne performance. On a un échantillon depuis 1950. Et effectivement, c'est toutes les données, toutes les années, en tout cas depuis 1950, que le S&P a réalisé une performance de plus de 20%. Donc globalement ici, ça me semble qu'on a à peu près plus de 20 data, 20 données, et généralement sur ces 20 données, sur cet échantillon, uniquement 3 fois, d'accord, comme vous pouvez les voir, le S&P 500 a réalisé une performance négative. Alors, bien évidemment, en 2021, je n'ai plus en tête la performance du S&P 500, ce qui, je peux vous le dire, aux alentours des 4,4% actuels, on est à plus de 28%, donc je pense que pour le S&P, on devrait être pas très loin des 30%. Globalement à vérifier, mais c'est sûr et certain qu'on est supérieur à 20% de performance pour cette année. Je pense qu'on est même aux alentours des 35%. À mon avis, on va à vérifier, vérifier. Donc de belles années dans l'ensemble pour le marché action, pour les indices, la totalité, je dirais, des indices, même tout porte à croire qu'encore une fois que l'année 2022 pourrait être
aussi bon hein, sur les indices boursiers si on se fie en tout cas à ces probabilités, alors à ces statistiques. Effectivement, globalement, si on termine l'année comme ça en beauté, sur une performance supérieure à 20% en 2022, l'année pourrait être assez positive pour l'indice. Néanmoins, comme on le souligne, hein, vous l'avez ici dans le petit astérix tout en bas en anglais, les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais toujours selon moi en placement, étudier un peu le passé pour tenter de prévoir le futur, c'est ce qu'on fait généralement en analyse technique, mais ici effectivement ce sont des statistiques et des probabilités. Enfin, pour terminer, on peut tomber une nouvelle fois sur les prévisions de Goldman Sachs. Je vous avais présenté dernièrement les prévisions de Goldman Sachs il y a quelques jours. Il tablait donc si la fin de l'année sur S&P à 4700. Alors pour 2022, on pourrait s'attendre à 4900. Et donc, si on regarde un peu les dernières prévisions de Goldman Sachs, pour fin 2022, ils estiment que le S&P devrait progresser de 10% cette fois en 2022, et donc ne plus s'établir à 4100, mais plutôt à 5100 points d'ici la fin de l'année 2022. Voilà, ça c'était effectivement les anticipations et les prévisions de Goldman Sachs par rapport à ce petit tableau de performance à l'avenir. Maintenant, on va aborder juste l'aspect au niveau du calendrier économique. Alors, pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, excepté comme chaque semaine, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 aux États-Unis, où les consensus des économistes prévoient plus de 260 000 inscriptions. Au niveau de l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie, on est à 24, ce qui est au-delà des précédents. Voilà ce que nous avons au niveau du marché aujourd'hui. On va aborder le programme du jour. Alors, voici les 4 actifs à analyser pour aujourd'hui. Donc, l'indice parisien, le CAC 40, l'or, le métal jaune, le pétrole et la paire de devises USD-JPY. Allez, sans trop tarder, on va passer sur la partie graphique. Avant toute chose, le CAC 40. Parfait. Alors, là, vous avez devant vos yeux le graphique de l'indice parisien sur une unité de temps mensuelle. Alors, comme je le dis souvent, je commence toujours avec des unités de temps très importantes pour pouvoir effectivement avoir un horizon beaucoup plus élargi avant de pouvoir raccourcir et de vous permettre de essayer de déterminer les meilleurs points d'entrée. Alors, comme vous pouvez le constater, effectivement, je vous l'ai dit à de maintes reprises, on a ici ce qu'on appelle un avalement haussier. Alors, un avalement haussier, c'est effectivement la bougie qui avale la précédente, qui est beaucoup plus importante que celle du mois précédent. Alors, pour vous donner un schéma, je vais voir si effectivement je peux vous montrer qu'est-ce qu'un avalement haussier et comment ça se présente. Généralement, un avalement haussier, voilà comment ça se présente. D'accord, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, vous avez deux possibilités. D'accord, généralement, c'est après une continuation baissière, vous avez effectivement une petite bougie rouge et une bougie verte qui englobe la bougie rouge. Généralement, on repart à la hausse. Un avalement baissier, c'est plutôt l'opposé. D'accord, donc là, effectivement, on a une bougie rouge qui avale la bougie verte précédente. Effectivement, là, on corrige. Le scénario où ça descend et ça remonte après n'est pas obligatoire. On peut avoir effectivement une remontée, avoir une petite bougie rouge et également une bougie verte qui avale la précédente. Et on peut quand même accélérer. Ce scénario où ça part à la baisse et ça remonte n'est pas obligatoire. C'est un peu comme ce que nous avons ici. Ici, vous avez effectivement une remontée. La bougie rouge qui est avalée effectivement par cette forte bougie, et généralement ça a tendance à accélérer derrière. Et c'est exactement ce que confirme, on le regarde, si le mois précédent vous avez vu cette bougie qui avait avalé celle-ci, vous aurez pu vous positionner directement à partir du point bas de ce graphique qui était aux alentours des 6870 à peu près, ce qui aurait fait à peu près plus de 200 points de variation à la hausse.
On va regarder un petit peu sur une unité de temps inférieure. Effectivement, on continue sur ce très beau rallye. Très beau rallye haussier. Le niveau de support qui est anciennement résistance ici, puisque c'était ici une ancienne résistance. On a effectivement là, alors attendez, je vais essayer de voir si je peux, impeccable. On a effectivement ici donc un ancien support, donc qui est une ancienne résistance qui a effectivement été franchie par cette bougie hebdomadaire. Donc pour l'instant, tout nous porte à dire qu'on continue sur ce très beau rallye haussier. Maintenant, attention, toutefois, vous avez effectivement ici une petite divergence qui est en train de se mettre en place. Alors, on n'a pas été encore validé puisqu'il faudrait que ici, le RSI commence un petit peu à corriger pour avoir une divergence baissière qui pourrait être confirmée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pourquoi la divergence baissière n'est pas encore confirmée, même si effectivement, il y a une divergence entre le prix et l'indicateur RSI, tout simplement parce qu'on n'a pas encore de retournement baissier ici. Il faudrait que ça retourne un petit peu à la baisse pour avoir un pic confirmé ici et donc relancer l'indice parisien à la baisse. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. On regarde sur du journalier. Alors attention sur du journalier, après les retracements de Fibonacci, notamment sur cette vague haussière, nous pouvons déterminer au-delà des 100%, puisqu'on peut avoir les 127% de retracement aux alentours des 793, qui a d'ailleurs été validé par cette bougie, qui a été franchi par cette bougie. On s'approche tout simplement des 141,40% qui pourrait être la cible du CAC 40. Là, on est à peu près à 7166 au moment où je vous parle. Mais si on peut aller chercher 20 points, c'est toujours ça à prendre. On va passer sur l'or. D'accord, donc le métal jaune qui effectivement est extrêmement intéressant ces derniers jours. Alors, on regarde en mensuel. Alors, en mensuel, ce qui est intéressant, je vous en ai parlé il y a quelques séances de cela. Pardon. On assiste là à tout simplement un flag. Un flag, c'est une forme de drapeau que vous avez ici. Vous pouvez le tracer au fur et à mesure au niveau des supports et des résistances. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'est un flag, je réitère un petit peu sur ce que je vous avais montré la dernière fois. C'est tout simplement, en fait, c'est un drapeau, pour être précis. Voilà, là, vous avez la configuration de ce drapeau. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire, on est en mensuel, je réitère, on est en mensuel, donc on a effectivement un rallye haussier, puis une phase de retracement où le marché du métal jaune était plutôt en zone de consolidation, où on ne savait plus exactement comment allait se réveiller ce métal. Et là, en ce moment, ce qui est très intéressant, c'est que la bougie mensuelle, actuellement, est en train de tester, comme vous pouvez le constater ici, sur cette configuration et sur ce schéma, où là, on est dans la même configuration. Alors, sachez une chose, c'est que si le marché casse à la fin du mois à ce niveau-là, tout nous porte à croire que dans 87% des cas, vous avez une accélération sur l'or en libellé dollar. Donc, si on reporte un petit peu les objectifs, on pourrait effectivement, à ce moment-là, prendre un niveau ici et donc reporter. Donc, on va effectivement tracer ce fameux flag. Donc, le flag, il est à peu près dans cette zone-là, à peu près. Donc, vous reportez ça, vous faites un copier-coller, hop. Et à ce moment-là, vous allez essayer de déterminer l'objectif qui serait aux alentours des 2200, 2300 $. Donc, on a un très beau scénario intéressant sur le métal. En tout cas, les niveaux sont en train d'être testés. On regarde en hebdomadaire qu'est-ce que nous donne la configuration graphique. Alors, ce qui peut bloquer pour le moment l'accélération sur l'or, c'est tout simplement comment dirais-je, le nuage baissier qui est présenté dans cette configuration. Ici, effectivement, nous avons, je vous en ai parlé la dernière fois, vous avez ce qu'on appelle un triple bottom, un triple creux, qui a été repéré ici, une accélération sur cette bougie hebdomadaire. Cependant, là, ce que nous avons, on a ce qu'on appelle un doji, donc une figure d'indécision
sur graphique hebdomadaire. Alors, Dodi, c'est bien sûr, ça doit être confirmé ou pas. On est également sur les 50% des retracements de Fibonacci à 1875. Tout nous porte à dire que si effectivement, en fin de semaine, il reste aujourd'hui et demain, on n'a pas d'accélération au-delà des 50% des retracements de Fibonacci, et notamment ce plat SSB que nous avons en Ishimoku, on peut avoir une phase de correction, ce qu'on appelle un pullback, et repartir par la suite. Donc, vous avez des bons points d'entrée intéressants à aller travailler. Si effectivement ça franchit cette zone-là, on a un corps au-delà de la zone des retracements de Fibonacci, on pourrait avoir on peut pullbacker, je dirais, sur les 50% et repartir à la hausse pour aller chercher les 1922, les 61,80% des retracements de Fibonacci. En journalier, on va regarder ça ensemble. C'est plus ou moins la même configuration. On teste toujours les 1870, 1875 sur ces retracements de Fibonacci, notamment en journalier. Vous avez les 127,20% à hauteur de 1870,88 qui sont testés. On voit que la Tenkan-sen est en train de rejoindre le cours, ce qui pourrait faire office d'appui, hein, si effectivement vous voulez travailler la correction. Maintenant, si ça casse dans la journée, ça pourrait être intéressant d'aller chercher sur du court terme les 1891, voire les 1900, notamment cette résistance graphique qui est aux alentours du mois de juin 2021. Donc tout nous porte à croire qu'il y a eu un certain réveil, je dirais, sur le métal. Donc ça pourrait être intéressant, comme je vous l'avais évoqué, notamment sur le métal, sur l'argent métal, où là effectivement ça suit un petit peu le grand frère. Et donc les deux métaux sont extrêmement bien orientés à la hausse. Alors l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de déterminer des phases de repli pour essayer de prendre les meilleurs points d'entrée. On va regarder dorénavant le Brent Oil. Alors, il faut savoir que le Brent Oil, on arrive sur des niveaux extrêmement intéressants. Ça commence un petit peu à se replier. Ce qui est très important déjà au niveau du Brent, notamment ce jeudi matin après que le président des États-Unis, Joe Biden, a demandé à la Federal Trade Commission, la FTC, d'enquêter pour déterminer si les groupes pétroliers avaient recours à des pratiques illégales pour maintenir les prix de l'essence à des niveaux élevés. C'est pour ça que les cours du pétrole ont terminé à leur plus bas niveau depuis le début octobre, notamment mercredi, hier, en clôture de Wall Street. Le baril, notamment le baril qui repasse sous les 80 $, comme vous pouvez le voir actuellement sur le Brent, donc celui de la mer du Nord. Le repli, je dirais, des prix a été alimenté bien sûr par ces informations du quotidien chinois South Chinois Morning Post, selon lesquelles les États-Unis et la Chine ont discuté de la possibilité de ponctionner, je dirais, leurs réserves stratégiques pour faire baisser notamment les cours de l'or noir. Alors c'est le cours de l'or noir, donc bien sûr le pétrole, à l'occasion de la rencontre virtuelle, je vous en ai parlé, entre Joe Biden et le président chinois Xi Jinping en début de semaine. Je vous en ai parlé, ça s'est passé dans la nuit. Et effectivement, le rapport hebdomadaire du département américain de l'énergie qui a été publié hier a mis en évidence une forte baisse des stocks, mais il n'est pas parvenu à arrêter le mouvement de vente. En tout cas, c'est ce qu'indique le quotidien. Au niveau technique, je vous en ai parlé il y a quelques temps de cela, on est sur des niveaux extrêmement élevés. On est sur un graphique mensuel. Les niveaux de 2018, 83, 88, 86 sur le Brent. Je vous en ai parlé déjà à la fin du mois précédent, qu'effectivement, si on arrivait à ce niveau-là, on pourrait avoir une phase de repli. Le point le plus haut du mois dernier, c'était les 67, pardon. C'était intéressant d'aller chercher au moins ces 600 points. Là, on est actuellement à 80. Tout nous porte à croire que si à la fin du mois, on peut avoir ce genre de configuration, ça pourrait être intéressant de pouvoir travailler le repli et aller chercher éventuellement des points d'achat aux alentours de la Tenkan-sen, qui serait plutôt dans cette zone de résistance. Ici, dans cette zone de résistance, ça pourrait être un point d'achat intéressant aux alentours des 75-76 sur du moyen terme.
On regarde ensemble le graphique hebdomadaire. Alors, le graphique hebdomadaire est intéressant. Vous avez ici tout simplement un appui sur la Tenkan-sen. La moyenne mobile n'est pas très loin. L'idéal, c'est bien évidemment, si vous êtes du côté des acheteurs, même si effectivement c'est pour le moment assez délicat où la pression est forte, notamment sur le pétrole, que ce soit le WTI, celui du Texas, mais également du Brent Oil. Les points d'appui, si vous voulez prendre des points d'achat, ça serait aux alentours de la Tenkan-sen ici. Sinon, vous cherchez des zones de résistance qui seraient aux alentours de, voilà, ça serait aux alentours de cette zone ici, où là, effectivement, on pourrait avoir un point d'achat intéressant si vous voulez chercher du court terme, prendre point d'appui aux alentours des 75,90, 76,90. Ce sont des niveaux d'achat intéressants à laquelle vous pouvez vous positionner. On va regarder en journalier si on n'a pas des zones un petit peu plus intéressantes. Alors attention, parce que la baisse pourrait se stabiliser à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement un gros nuage en face de nous. La lagging span ici, la Chikou, est en train de tester ici. Vous voyez que généralement, alors si vous connaissez plus ou moins l'indicateur d'Ishimoku, c'est important d'avoir connaissance également de la lagging span qui est en train de buter notamment sur la moyenne mobile 20 périodes. Alors ça peut faire office de barrage, donc si ça bloque ici, ça peut bloquer ici 26 périodes plus tard. Parce que la lagging span, c'est tout simplement le prix 26 périodes en avant. Si la lagging span voit des barrages en face d'elle, prenez en considération que le prix à l'instant T risque également d'avoir des barrages. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, notamment sur le pétrole, où là, effectivement, le prix actuel est en train de buter, notamment sur le nuage haussier. Si effectivement vous voulez trouver des points d'achat, alors vous avez la possibilité sur du court terme de vous positionner à l'instant T, éventuellement mettre un stop en dessous, soit vous attendez cette zone de résistance qui serait là, puisque là vous avez une zone ici de résistance qui était support à ce niveau-là, qui pourrait également faire office de support à ce niveau-là, donc vous pourriez prendre des acheteurs dans cette zone. En tout cas, le pétrole risque pour le moment de bloquer dans cette zone. En plus, on est sur la moyenne, sur la bande de Bollinger inférieure. Le RSI n'est pas survendu, hein, donc il y a encore un potentiel pour effectivement encore de chuter. Le côté mensuel, c'est ce qui bloque actuellement une accélération sur le pétrole. Enfin, on va aborder le dernier actif. Le dernier actif, c'est l'USD JPY, le dollar américain contre la devise japonaise, où là, effectivement, il y a pas mal de choses intéressantes à travailler là-dessus. Dans un premier temps, alors je suis en mensuel, le retracement de Fibonacci, on est sur des niveaux clés d'octobre 2018, qui étaient aux alentours des 114,55, qui sont donc les 100% des retracements de Fibonacci. On est en train de les tester, c'est pour ça que le marché ne peut plus accélérer. La zone, comme on dit souvent, hein, c'est une zone chirurgicale, où là, effectivement, cette zone-là est une zone extrêmement importante. On a un nuage en face de nous, enfin, on a, je dirais, un nuage au-dessus de notre tête, pour une accélération sur l'USD JPY. Il reste quelques jours avant la clôture de cette bougie mensuelle. Tout nous porte à croire que si on a une forme de doji ici, hein, c'est-à-dire le prix de clôture, le prix d'ouverture et de clôture sont plus ou moins équivalents, à ce moment-là, on pourrait avoir le mois précédent, le mois suivant, un retracement, donc un repli sur l'USD JPY et éventuellement trouver de nouveaux acheteurs dans cette zone-là et peut-être à ce moment-là subjectif, mais casser cette zone des 114,55 pour aller chercher beaucoup plus haut. Pour le moment, le marché consolide, se stabilise, je dirais, sur cette zone technique. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que s'il y a franchissement à la fin du mois, alors là, ça peut être intéressant de continuer à accélérer et aller chercher les 117 qui pourraient être aux alentours de 200, 250 points à aller chercher. En hebdomadaire, qu'est-ce que nous bloque pour le moment? C'est tout simplement cette configuration avec unité de temps inférieure. On voit que la lagging span ici, pour l'instant, n'a pas trop de barrage en face d'elle. On est sur les 100% des retracements de Fibonacci. Est-ce qu'on a des divergences? Je ne vois pas de divergence baissière. Ici, effectivement, on a plus ou moins une certaine stabilité. Il n'y a pas de divergence baissière. Donc, pour le moment, il n'y a pas réellement de se dire, bon, ça va chuter. On est juste sur une résistance. Donc, ça peut effectivement faire office de barrage.
Si à la fin de la semaine, alors c'est ça qui est intéressant parce que ça peut donner des signaux pour le mois suivant, si à la fin de la semaine on casse les 114,55, alors à ce moment-là, on pourra avoir une nouvelle accélération sur l'USD JPY. On va regarder sur du journalier. Journalier, après donc la forte accélération notamment de la journée du 10 novembre, d'accord, donc on a ici une cassure et une accélération. On pourrait effectivement, notamment suite à cette, je dirais, avalement baissier en journalier, ça pourrait donner des signaux plutôt négatifs sur l'USD JPY pour aller chercher les 113,85 sur du court terme. Voilà sur l'aspect des graphiques. Je vais vous présenter les analyses de ce jour concernant Trading Central. Alors, au niveau que vous allez recevoir bien sûr sur vos boîtes mail, la séance européenne de Trading Central pour aujourd'hui. 4 actifs qui sont mis en avant, notamment le DAX allemand, l'indice américain, le Nasdaq 100, hein, tout ce qui est technologie, l'or et la paire de devises USD couronne suédoise. Donc on voit que d'après les analystes Trading Central, on a effectivement ici d'après eux, un objectif aux alentours des 16 308 dans un premier temps, puis 16 333, tant qu'on est au-dessus des 16 215. Si on casse les 16 215, le scénario alternatif, c'est de prendre des positions vendeuses pour aller chercher les 16 173, voire les 16 149 en ligne de mire. Concernant le Nasdaq 100, donc sur la plateforme, vous avez l'USTEX 100, vous avez pour objectif d'aller chercher les 16 440, 16 530 comme objectif sur du court terme, tant qu'on est au-dessus, bien sûr, des 16 270. Si on casse les 16 270, on peut avoir des positions vendeuses et aller chercher les 16 190, 16 100. L'or également, dans conjoncture un petit peu de ce que je vous ai effectivement évoqué, on a pour objectif d'aller chercher sur du court terme les 1877, 1885, tant qu'on est au-dessus des 1857. Si on casse les 1857, on pourrait aller chercher les 1848, voire les 1840 sur un scénario alternatif. Et enfin, là, vous avez l'USD américain contre la couronne suédoise pour objectif aller chercher, alors on va essayer de zoomer un petit peu, parce que là, c'est vrai que c'est pas évident. Vous avez les 8, 89, 60, 8, 91, 60, tant qu'on est au-dessus des 8.8230. Si on casse le point pivot aux alentours des 8.8230, on peut aller chercher comme objectif les 8.7890 à la vente ou les 8.77 en ligne de mire. Au niveau du portefeuille, pareil, hier une belle performance encore, 0,31%, on arrive quasiment à 26,70% de plus-value pour 2021, pour arriver à un portefeuille 2021 à 190 110 pour cette année 2021. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à demain pour un nouveau webinaire. À demain.